Eh bien, je vous propose de commencer le grand tour de ce midi, où c'est le docteur Shérif qui va nous présenter un cas polyarthrite, où la face émergée de l'iceberg. Et donc, Amine, nous t'écoutons. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Malheureusement, durant la présentation, j'aurai la voix un peu cassée. Veuillez m'en excuser. Donc, commençons avec la collaboration du docteur Eskenazi. Nous allons présenter un cas clinique suivi d'un cas théorique. Donc, commençons. Donc, comme le professeur Kogan l'a bien titré, donc polyarthrite ou la face émergée de l'iceberg. Donc, commençons. Ici, finalement, nous avons en face de nous un patient de 44 ans d'origine syrienne qui se présente aux urgences en 11-2024 pour arthralgie symétrique des articulations, des genoux, chevilles et hallux depuis 10 jours, avec sensation fébrile. À l'arrivée, les paramètres sont normaux, si ce n'est une petite tachycardie. À l'examen physique, on peut trouver une oligopolyarthrite des articulations portant dont genoux, chevilles et hallux. Pour le reste, l'examen clinique systématique, neurologique, cardio-respiratoire, abdominal et cutané est sans particularité. Au niveau des antécédents, ce patient présente de l'hypertension artérielle, une insuffisance rénale chronique 3A avec une albuminurie préalable non renseignée. Au cours de sa vie, il a eu une arthroplastie de la hanche droite et il nous dit une notion d'un rhumatisme inflammatoire familial, mais peu de renseignements disponibles à ce sujet. Au niveau du contexte, en fait, on est en face d'une personne avec arthralgie, arthrite fébrile récurrente, symétrique des petites, moyennes et grosses articulations des membres depuis l'adolescence. C'est un patient éthylotabagique, morphinomane et réfugié depuis peu en Belgique avec sa famille. Au niveau des traitements, il prend du ténorétique, du Temesta, et il y a une notion d'ordonnance de colchicine délivrée en Syrie. Au niveau de la prise de sang, du bilan initial, on peut voir une anémie normocytaire avec des plaquettes bien augmentées et aussi une neutrophilie avec une CRP à 296 et une insuffisance rénale avec une créate à 2,13. Pour le reste, la fonction hépatique était avec une relativement normale avec des gamma-GT et des phosphates alcalines augmentées. Au niveau de la suite du bilan, nous avons fait une arthrosynthèse éco-guidée du genou gauche où il y avait une synovite, un épanchement articulaire de faible quantité avec un liquide blanchâtre montrant des leucocytes mais sans germe. Au niveau de la suite du bilan, nous avons fait un neuroscanner montrant une absence de lithiase urinaire ou dilatation du tractus urinaire. Donc, en face de ce patient, le diagnostic de travail initial était une oligopolyarthrite septique qu'on devait exclure. Nous avons dès lors commencé une antibiothérapie empirique par ceftriaxone et floxapène avec une hospitalisation en médecine interne, avec bien sûr une hydratation IV et péros. Attends, peut-être à ce stade, Oui, Jean, qu'est-ce que tu penses de ça? Pas de germe dans l'articulation et polyarthrite septique. Mais moi, ce qui me surprend quand même, c'est que c'est bilatéral, que ça touche plusieurs articulations en même temps. Manifestement, la symptomatologie a commencé en même temps, des deux côtés, plusieurs articulations, pour faire une arthrite septique disséminée comme ça d'emblée. Ça me paraît bizarre. Par contre, effectivement, il y a un syndrome inflammatoire qui est majeur. Alors, attends. Donc, en fait, le patient, il est morphinomane, mais il est pas, il se pique pas. Il s'injecte pas de produit par la veine. Parce que, non, c'est des comprimés, d'oxynorm, parce bref, que, c'est vraiment des comprimés de dérivés morphiniques.
Parce qu'une polyarthrite septique comme ça, je pense qu'il faut penser à une endocardite, si possible. Donc, je sais pas s'il y a une écho-cœur ou quoi. Alors, proposition éco-cœur pour une endocardite. Alors, Jean-Pierre, Pourquoi l'uroscan? Il y a quelque chose qui m'a échappé. Uroscan, Uroscanner. Pourquoi l'uroscan? On était en face d'une insuffisance rénale. Euh, Juste comme ça, vous comprenez aussi le contexte. Les antécédents, nous les avons eus par la suite. Il y avait une grande barrière au niveau linguistique. Donc, nous, on était en face d'un patient avec une insuffisance rénale bien frappée. On se devait d'exclure une post-rénale. Alors, Yvan Athènes demande s'il y avait des ulcérations dans les antécédents. Non, 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 non. Non. Uniquement ce qu'on a trouvé là au niveau de l'anamnèse. Alors, dans la polyarthrite gonococcique, on a deux types de polyarthrite. D'une part, on peut avoir une atteinte avec directement des germes dans l'articulation ou une réaction immunologique à distance. Et donc, du point de vue activité sexuelle, plainte au niveau urologique. Donc, c'est un patient marié qui a des pratiques Oui, ça, sexuelles oui. Donc, ça, c'est uniquement avec. plutôt une circonstance qui va dans le sens de l'hypothèse plutôt que le contraire. OK. Bon, on verra. Enfin, sinon, et ces chiffres de fonction rénale, parce que là, il a quoi? Il a combien de créates? Donc, je remets Ah oui, l'ostéoïde. OK. Bon, bah alors, et à ce stade-ci, euh, on n'a rien d'immuno encore. Je sais pas moi, les encas. Alors, moi, je retiens quand même reviens un petit peu dans la prise de. Reviens un petit peu sur la Tout à fait. précédente. Non, les résultats. Oui. Voilà. Donc, il y a 32 000 blancs, mais il y a aussi 290 eosino. Donc, la valeur prédictive négative pour une infection est de l'ordre de 90% quand on a 290 eosino. Euh, voilà. Donc, j'aimerais bien voir les encas en particulier. Euh, on demande s'il y a de la diarrhée aussi dans le tableau? Non, Non. non. OK. Eh bien, on continue. Donc, à juste titre, vous pointez bien du doigt, hein. Nous avons essayé de continuer avec un bilan étiologique, principalement au niveau infectieux. Donc, ici, ce qu'on peut retenir, c'est que au niveau gonocoque, c'était négatif. Au niveau EBV, CMV, hépatite A, hépatite C, oui, hépatite C, c'était négatif, HIV négatif. Mais on peut voir en fait une hépatite B euh, chronique chez ce patient qui n'était pas connu ni par lui, ni par les précédents instituts dans lesquels il avait été, même s'ils étaient très maigres, ils n'avaient pas vraiment pas été suivis précédemment. Au niveau des encas négatifs, au niveau du bilan auto-humain, en cas négatif, C3, C4 normal, et pour le reste du bilan auto-humain, tout à fait normal, OK. négatif. Ah, évidemment, le fait d'avoir un antigène HBS qui arrive là comme ça, atteinte articulaire inflammatoire, gros syndrome inflammatoire, insuffisance rénale, périartérite noueuse associée à l'hépatite B. Et donc ici, on aimerait voir s'il y a des encoches au niveau des reins et donc d'avoir une scintigraphie rénale à la recherche de quelque chose de vasculaire. Donc, dans le bilan, nous avons fait une scintigraphie osseuse, mais bon, qui nous a pas rapporté grand-chose, si ce n'est le fait que l'examen physique que nous avions fait montrait bien des polyarthropathies et aussi indirectement une captation au niveau du foie avec une hépatomégalie point d'interrogation. Continuons. Ici, du coup, au niveau de l'hypothèse diagnostique, à juste titre, euh, donc je lis mon slide, hein, mais donc oligopolyarthrite septique, immunomédiée versus microcristalline.
Le diagnostic d'arthropathie infectieuse est progressivement récusé. Ici, on voit une courbe de CRP. Le patient est arrivé le 18 du 10 euh, avec directement l'antibiothérapie empirique, euh, avec la courbe qui s'était un peu stabilisée jusqu'à ce qu'on introduise prudemment une corticothérapie courte à base de médrol en l'absence de signes hépatiques évolutifs dans un cadre inflammatoire sévère non contrôlé. Et devant ce tableau clinique, une suspicion de, à juste titre, de panne HBV liée a été suspectée. On était en attente de la charge virale. Il y avait une bonne évolution biologique avec diminution du syndrome inflammatoire post-instauration de cette corticothérapie courte. Et sur le plan clinique, diminution des douleurs, mais persistance des poussées contrôlées par de l'oxynorme. Donc on continue un peu ce bilan étiologique. Donc, à juste titre, concernant la fonction rénale, il y avait une résolution de l'insuffisance rénale chronique aggravée, mais il y avait une mise en évidence d'une protéinurie glomérulaire néphrotique avec une protéinurie de 6 grammes par 24 heures, dont seulement une albuminurie enfin, avec une albuminurie à 1280 au niveau de la bandelette urinaire, comme vous pouvez le voir, des leucocytes négatifs, un bilan infectieux pour la leptospirose négatif. Comme dit précédemment, un bilan immunologique négatif avec une électrophorèse des protéines sériques, des FAN, des ANCA, des anti-GBM, des anti-PLA2R, des C3-C4 et une cryo qui était dans les normes. Et donc, en fait, l'existence d'un syndrome glomérulaire rendait peu probable celle d'une panne et a fortiori une glomérulopathie euh, cryo-globulinimique, en sachant que la normalité de leur dosage et la résolution de l'insuffisance rénale par hydratation et l'absence de consommation du complément. Donc ici, on avait une indication de ponction biopsie rénale à visée diagnostique. Comme ça, je vous rappelle aussi qu'il y avait cette notion d'un rhumatisme fébrile familial mentionné par le patient. Et donc voilà, ici, je reviens vers vous. On voit sûrement beaucoup de choses. Brigitte? Oui, oui, enfin, s'il y a des épisodes récurrents d'inflammation non contrôlée, il faut penser à une amyloïdose. Évidemment, c'est une possibilité. Voilà, c'est ça. Ouais, moi aussi, je suis un. Voilà, je suis FMF. Je suis partant aussi avec une amyloïdose. Maintenant, il faut savoir que il y a une incidence très, très significativement élevée de périartérite noueuse dans la FMF. Donc, il y a des associations FMF, FMF PAN, mais on n'a peut-être pas absolument besoin de l'hypothèse périartérite noueuse associée. Le point quand même pas inintéressant, parce que non, s'il y a quand même une périartérite noueuse associée à son problème, alors on sort du principe de parcimonie, je veux bien, donc ça c'est toujours gênant, mais il faut même peser le risque d'une biopsie dans un des microanévrismes rénaux avec les risques que ça peut comporter. Euh, mais oui, je pense qu'on n'échappe pas à une biopsie rénale. Il y a un syndrome glomérulaire. Et en même temps, on lance la génétique pour voir s'il y a une mutation sur le gène de la, pas de la Mare Nostrum, allez, la protéine impliquée dans l'amyloïdose et la FMF. Ça me reviendra. OK. Alors, Et donc, à juste titre, euh, au niveau de la microscopie optique, on voyait des dépôts amyloïdes glomérulaires et artériolaires positifs, avec un marquage aux anticorps anti-AA positifs, qui était en faveur d'une amyloïdose rénale secondaire de type AA. Pour l'immunofluorescence, il n'y a pas de marquage significatif pour IgA, IgM, IgG, C3, C1Q, chaîne légère aux fibrinogènes.
Et donc et aussi une absence de lésions vasculaires évocatrices de panne à l'examen histologique. Maintenant, ouais, enfin, cela dit, on doit avoir beaucoup de chance dans une biopsie rénale de voir des lésions vasculaires. C'est quand même une vasculite des vaisseaux de moyen calibre. Et donc, il faudrait, par chance, avoir un morceau d'artère de moyen calibre qui permettrait de faire le diagnostic. Voilà, tout à fait. Et donc, ici, finalement, ce que nous avons conclu, euh, c'était finalement une poussée inflammatoire articulaire atypique chez un patient atteint de FMF, cliniquement compatible, insuffisamment traité et compliqué d'une amyloïdose rénale de type AA. Maintenant, l'arthrite liée à l'hépatite B chronique ne peut pas vraiment être formellement exclue. Et donc, finalement, pour ce patient, deux choses. Retour au domicile avec colchicine, néphroprotection et traitement antiprotéinurique, olmesartan, Forxiga, et gestion de l'hépatite B via un transfert en hépatologie. Ici, je vous ai mis un screen de l'interprétation du séquençage génétique de ce patient, où on peut voir du coup une mutation au niveau du gène MEFV, euh, au niveau M694V, homozygote, et donc qui est d'office pathogénique. Donc c'était bien un diagnostic d'FMF. Et donc voilà, l'évolution du patient, euh, il a été suivi il est suivi en consultation avec une résolution partielle des crises qui sont toujours présentes malgré une titration de la colchicine. Donc, indication d'anakinra. Ici, je vous ai mis sur le graphe l'instauration en janvier par nos amis néphrologues, entre autres. Et donc voilà, ici se termine mon cas clinique. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce dernier. Bon, on reste quand même un peu interpellé euh, par par la présentation articulaire inflammatoire. Et donc, est-ce qu'à l'anamnèse, il y avait des poussées récurrentes, comme on le voit dans une maladie inflammatoire telle que celle-là? Et donc, en fait, Euh, excusez-moi, hein, j'ai essayé de ne pas mettre directement dans l'anamnèse, ah, euh, pour justement pas brouiller un peu les pistes dès le début. Mais ce patient, euh, après avoir discuté longuement avec lui, il a été hospitalisé quand même plusieurs jours chez nous. Il m'expliquait qu'en fait, il avait de temps en temps des crises chez lui. Et ça partait avant 72 heures. Ici, moi, je voulais vous porter l'attention. Ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais sur les 10 jours. Et donc, ce qui n'est pas vraiment typique de la FMF, hein, des crises dans la FMF. Donc, c'est pour ça que je voulais un peu vous porter à défaut. Et, mais donc, oui, ce patient présentait des crises dans le passé, une pathologie qui n'avait pas été diagnostiquée ni ici, ni en Syrie, uniquement traitement par colchicine. Et donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai OK. été suffisamment clair et suffisamment audible. Si, mais donc, OK, mais donc, on peut dire qu'il avait des épisodes récurrents et donc qui rentraient dans le cadre de la MFMF. Mais comme tu le dis, fort justement, d'habitude, ces épisodes récurrents sont spontanément résolutifs en 48-72 heures. Ici, on se retrouve quand même dans une maladie inflammatoire articulaire avec comme un gros syndrome inflammatoire répondant aux corticoïdes et qui est plus long qu'on ce qu'attendrait dans le cadre de la FMF. Donc, il y a effectivement quelque chose en plus, et ce quelque chose en plus est soit effectivement une polyarthrite enfin, de type polyarthrite, mais associé au virus B, ou alors autre chose qui expliquerait à la fois le rein et
Par exemple, une périartérite noueuse. Donc, ici, avec les différents éléments, on a quand même envie de mettre cet antigène B dans le parcours pour expliquer le tableau, soit par une maladie immunologique de type polyarthrite, soit malgré tout par une éventuelle périartérite noueuse. Mais en fait, il avait peut-être la goutte en plus, parce qu'il était devenu insuffisant rénal. Est-ce qu'il y a eu la recherche de cristaux dans le liquide? Donc il y a eu une recherche de cristaux mais qui n'a pas abouti, étant donné que l'épanchement était vraiment de très faible quantité. Euh, mais oui, c'est une bonne remarque, tout à fait. Parce qu'en plus, la réponse au Medrol, est-ce que c'est vraiment attendu pour une FMF? C'est pas vraiment le traitement de Oui, choix. bon, ça ne me choque pas tellement. Ça peut effectivement couper le phénomène. Mais encore une fois, ici, son tableau articulaire qui persiste, pour moi, c'est pas à mettre en direct avec la FMF. Qu'est-ce qu'on a mis comme antiviral? L'antiviral qui a été mis, je n'ai pas mis la main dessus dans ce slide, malheureusement. Euh, Au début, si je peux me permettre, Merci, Oui, Anaïs. vas-y, Anaïs. Oui. il semble que la charge virale étant vraiment basse, il avait été décidé de ne pas mettre de traitement. Attendez, on a un écho. Oh, ouais, merci les gars. Vous m'entendez toujours? Oui, oui. Attendez, je vais mettre plus fort parce que moi je vous entends pas bien. Ah ben voilà. Et on te voit en Et du plus. coup, je suis en train de me mettre sur son dossier en gastro-entérologie parce que à la base, donc le fibroscan montrait une absence de stéatose et de fibrose et en fait son HBV, malgré un profil sérologique qui fait penser avec un antigène HBS positif, mais il me semble que ces anti-HBE étaient positifs également. Donc on est plutôt sur un HBV en voie de clearance sérologique, c'est ça. Il a les anticorps qui étaient positifs. Il avait l'antigène effectivement HBS positif, pas des anti-HBS, mais une charge virale très faible. Donc pour le moment, il est en absence de traitement. Et je sais pas. Je reste quand même un petit peu, je reste quand même un petit peu dubitatif parce qu'on lui met quand même un traitement immunosuppresseur avec son anti-L1 et donc il y a quand même une recommandation de rien que par rapport à ça de traiter un virus qui ne semble pas tout à fait tout à fait en rémission. Donc et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle on demande une sérologie hépatite B complète avant un traitement immunosuppresseur. Mais vous Moi, j'aurais été prêchez tout plutôt en à fait, faveur de le traiter, moi. mais je suis complètement d'accord avec vous. Moi-même, les corticoïdes, je les avais arrêtés pour cette raison, parce que tant qu'on n'avait pas la charge virale et étant donné qu'on avait quand même un patient avec un antigène HBS positif, j'étais pas du tout confortable même de mettre des corticoïdes. Donc, je suis entièrement d'accord. Je vous dis, je viens de voir la note de Dr Voss. Je sais pas du tout si néphro et gastro se sont entretenus, mais du coup, j'enverrai un email aux deux pour leur signaler qu'on a présenté le cas et Oui, votre remarque, parce que je vous dis, nous, on l'avait référé pour un traitement dans le cadre d'une future immunosuppression, bien qu'au départ, on se demandait si on allait pouvoir contrôler la chose juste avec la colchicine. Mais à partir du moment où il y a eu une majoration de son immunosuppression, je suis entièrement d'accord avec vous. ok, bien. Pas d'autres pas d'autres remarques. Il a de la famille, il y a de la famille qui éventuellement pouvait avoir une histoire du même, non pas au niveau articulaire, mais au niveau FMF. M'avait expliqué au cours de l'hospitalisation, je ne l'ai pas mis, mais des antécédents familiaux, sa sœur et son frère ont aussi des crises fébriles de quelques jours. Et donc, pour eux, c'était normal d'avoir ça, et ce depuis l'adolescence. OK. Et donc, ça a permis de faire un conseil qu'ils prennent la colchicine également. OK.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. J'ai essayé de même les joindre avec le patient directement et aussi pour qu'il y ait un suivi indirectement de ces patients. OK, bien. Voilà, écoute, Super, on va continuer du histoire, coup. histoire intéressante. Ah, tu nous fais un petit rappel, là. Donc, c'était une Oui, oui, fausse. On bien t'écoute. sûr, c'est pas fini, hein. Donc, je commençais principalement par le cas clinique. Et donc là, je vais finir avec un gros cas théorique. Donc ici, les rappels au niveau de la FMF. Donc, c'est une maladie auto-inflammatoire héréditaire rare, autosomique récessive, avec comme étiologie une mutation au niveau du gène MFV, codant pour la pyrine régulant l'inflammasome. Les débuts d'apparition, c'est généralement avant 20 ans, souvent dans l'enfance. La population à risque est la population méditerranéenne. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais je vous pointe le schéma en bas à gauche, où on voit finalement l'origine. euh, Dans la littérature, on voit que ce sont les juifs séfarades, les arméniens, les turcs et les arabes, mais que ça s'est un peu propagé au Japon, en Amérique, que ça soit du sud ou du nord, au Maghreb. Et donc voilà. Au niveau des symptômes, ce sont des crises récurrentes de fièvre, 12 à 72 heures, avec péritonite, pleurite, arthrite, pseudo-érysipèle. Et la prévalence est quand même de 1 sur 2000 à 1 sur 1000 pour les populations à risque. Au niveau de la physiopathe, je l'ai articulé sur 2 slides. Donc principalement, la pyrine est une protéine intracellulaire exprimée dans les neutrophiles et les monocytes. Elle participe à la régulation de l'inflammasome pyrine avec un complexe cytoplasmique impliqué dans l'activation de la réponse inflammatoire innée via l'interleukine 1 bêta. Dans la fonction normale, donc ce que vous voyez dans la première ligne, donc les non mutés cells, la pyrine est phosphorylée par les kinases PKN1 et PKN2. Cette phosphorylation permet la liaison du 14-3-3, qui est une protéine inhibitrice, et donc directement une formation du complexe inflammasome. Le complexe inflammasome est bloqué. Alors que dans les cellules mutées, une mutation par exemple au niveau du PS242R ou une mutation du domaine B30.2, ça altère ce mécanisme de régulation et indirectement, ça ne permet plus la phosphorylation et donc ça active de manière inappropriée le complexe de l'inflammasome pyrine. Ça active la caspase 1, clivage du pro-interleukine alpha 1, alpha bêta et du 18 en forme active avec une inflammation systémique aiguë et subclinique pérésistance avec une pyroptose. Au niveau de la génétique, maintenant, ici, on peut voir le chromosome 16, composé de 10 exons. Euh, Ici, donc, on peut voir le gène MFFV. Donc, comme j'ai écrit ici, code pour la pyrine, régulatrice de l'inflammasome. Donc, il y a deux domaines. Et le B30.2, excusez-moi, le domaine B30.2 de l'exon 10, qui est le principal site d'interaction avec le ASC, essentiel à l'activation de la caspase 1. Et donc ici, on peut voir les mutations pathogènes fréquentes qui sont dans plus de 85% dans l'exon 10, avec les 4 en tête, ici, donc le M694V, par lequel était atteint le patient de manière homozygote, qui est pathogène. Et les 3 autres, il y a aussi qui sont aussi associés aux formes sévères avec un début précoce, une inflammation marquée et une amyloïdose. On peut aussi avoir au niveau de l'exon 2 des mutations qui sont plus discutées, parfois considérées comme des modulateurs ou des VUS. Donc,
Au niveau de l'interprétation diagnostique, finalement, 2 mutations pathogènes, homozygote ou hétérozygote composite, le diagnostic est confirmé, comme ici on avait chez le patient. Si on a une seule mutation, le diagnostic est possible si la présentation clinique est typique. Si aucune mutation n'est détectée, cela n'exclut pas la FMF et le diagnostic est essentiellement clinique. Ici, dans le schéma, enfin dans l'illustration, on peut voir dans l'exon 10 les gènes, comme je vous ai dit, dans plus de 85%. C'est un petit commentaire par rapport à l'interprétation diagnostique. Bon, comme tu l'as signalé, les mutations sont très fréquentes dans les populations à risque et c'est pour ça que le fait de trouver par hasard une mutation qui ne serait pas significative au plan clinique est quelque chose qui statistiquement est quand même assez fréquent. Et donc, il faut interpréter en fonction de la population. Si on est dans une population à risque, c'est clair qu'il faut 2 mutations pathogènes, il faut être homozygote ou hétérozygote composite. En revanche, imaginons qu'on est dans une situation clinique qui peut évoquer une maladie auto-inflammatoire chez un individu caucasien où la fréquence de cette mutation est quand même faible. Et donc là, une mutation pourrait suffire pour poser le diagnostic. Encore une fois, c'est l'interprétation dans un contexte de probabilité a priori qui est importante. Tout à fait, je vous remercie. Donc ici, encore 2 slides qui s'articulent sur la génétique. Donc finalement, c'est ce que je voulais souligner. C'est que finalement, des patients porteurs d'un génotype identique, par exemple là, le cas du M694 V homozygote, présentent des phénotypes très hétérogènes. Certains développent des formes sévères avec amyloïdose AA, mais d'autres des formes plutôt oligo, voire asymptomatiques. Bien sûr, ça, comme je l'avais dit précédemment, euh, c'était ici, c'est souvent associé à des formes sévères, les mutations au niveau de l'exon 10. Au niveau de l'explication physiopathologique, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est un domaine que je ne maîtrise pas, mais dans lesquels j'ai fait des recherches, certes moindres. Mais donc la sévérité de la FMF ne dépend pas exclusivement des mutations MFFV, et il existe d'autres gènes dits modulateurs qui influencent l'intensité de la réponse inflammatoire et le risque de complications. Ici, j'ai fait un petit schéma avec la mutation MFFV, l'activation de l'inflammasome pyrine, l'expression variable avec forme modérée et forme sévère, et les différents modulateurs protecteurs ou bien encore aggravants. Et donc, les modulateurs identifiés, on a l'interleukine 1 à bêta, avec certains polymorphismes qui augmentent la production du 1 bêta, ou encore les récepteurs agonistes, l'interleukine 1 récepteur agoniste, le MIF, l'interleukine 4, qui sont impliqués dans la régulation de l'inflammation avec des balances cytokiniques pro et anti-inflammatoires. Et ainsi, leur présence peut potentialiser ou atténuer la réponse inflammatoire induite par la pyrine mutée. Et au niveau finalement des enjeux cliniques, c'est comprendre cette variabilité. C'est essentiel pour adapter le suivi et stratifier le risque de complications, en particulier du coup l'amyloïdose, ce qui nous fait entre autres peur. Et à terme, ces facteurs pourraient orienter les indications thérapeutiques et permettre une approche plus personnalisée. Au niveau diagnostic maintenant, l'approche générale, le diagnostic de FMF est un voto clinique basé sur un tableau de fièvre périodique stéréotypé en l'absence d'étiologie infectieuse ou auto-immune. Ici, je vous ai mis des critères certes anciens, mais encore utilisés, entre autres par le PNDS 2022. Donc, des critères majeurs, des critères mineurs. Diagnostic positif si 2 critères majeurs ou un critère majeur plus 2 mineurs, et probable si un majeur, un mineur. Donc, l'accès fébrile, entre autres, avec les atteintes péritoniques, pleurésie, arthrite, une amyloïdose AA sans cause identifiée,
Et une réponse favorable à la colchicine, ce sont les trois critères majeurs. Au niveau des trois critères mineurs, c'est comme bien dit, c'était les antécédents familiaux du premier degré, un pseudo-érysipèle et une fièvre isotée. Si j'ai mis à titre indicatif les trois autres critères, euh, simplifiés de Livnet de la même année, ou encore ce pédiatrique, parce que finalement, comme je vous avais dit précédemment, l'âge médian est à 4 ans, et donc c'est aussi intéressant pour nos amis pédiatres. Et au niveau des critères de classification de Cotorno qui sont un peu plus récents, 2019, intégrant et les données cliniques et le génotype du MFF. Je n'ai pas dit précédemment, mais le MFFV, c'est le diminutif pour Mediterranean Fever. Donc, au niveau des tests génétiques, finalement, le rôle et les limites, l'analyse ciblée de l'exon 10 est recommandée en première intention avec un séquençage complet si la mutation est unique, génotype incomplet ou discordance phénotypique. Bien évidemment, comme l'a dit le professeur Kogan, tout dépend de la cible de la population euh, et le diagnostic est confirmé en cas de deux mutations pathogènes en trans. Bien sûr, la décision repose sur la cohérence clinique. Ici, j'ai mis des principaux diagnostics différentiels chez l'enfant et chez l'adulte, où on peut penser aux d'autres maladies périodiques chez l'enfant, ou encore des inflammations, des maladies type Mickey, ou encore, comme ici on avait vu, des vascularites systémiques, ou encore des cirrhosites infectieuses, et bien sûr le lupus. Au niveau des traitements maintenant, ici j'ai mis en première intention, bien sûr, le premier traitement à instaurer, c'est la colchicine, dès que le diagnostic est posé. Le mécanisme d'action est indirect sur l'inflammasome pyrine, en fait, il favorise la phosphorylation de la pyrine, ce qui inhibe l'activation de la caspase 1, et donc la production de l'interleukine 1 bêta. Donc l'objectif, réduire les crises et prévenir une certaine prévention de l'amyloïdose A pour la posologie 1, 2, voire 3 encore dans certaines études. Et bien sûr, ajuster selon la tolérance, attention à l'intoxication à la colchicine, l'efficacité au-dessus de 90% de réponse complète ou partielle. Peut-être pour Dites-moi. rappeler pour la colchicine et pour améliorer la tolérance, c'est d'abord de diviser la dose en moitié le matin, moitié le soir, et l'augmentation progressive par palier de 0,5 mg. Et donc, en discutant avec les centres experts, notamment à Paris, ils ont certains patients qui peuvent même tolérer jusqu'à 3 mg par jour si on y a été vraiment doucement dans la majoration de la dose quotidienne. Tout à fait, et bien scruter la non-compliance, qui est finalement l'ennemi finalement de cette maladie où on croit donner la colchicine à juste titre et à monter, 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 mais finalement non-compliance derrière. Au niveau finalement des traitements et des biothérapies ciblées en deuxième temps, elles sont indiquées en cas de colchinorésistance, d'intolérance ou d'amyloïdose prouvée évolutive. Ici, je vous ai mis un joli schéma, trouvé un schéma de 2024 où on peut voir finalement où agit les différents traitements. Ici en Belgique, on a principalement l'anakinra et le canakinumab. On n'a pas le rilonacept, qui est finalement un piège à IL-1, mais autant alpha que bêta. Pour l'anakinra, on peut le voir en haut au milieu, il est antagoniste du récepteur de l'IL-1 bêta. Je ne pense pas l'avoir mis ici. Enfin voilà. Ouais, reviens un peu sur ton beau schéma. Bien sûr. Donc, je n'ai pas vu tous les détails, mais il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, c'est que on met sur le même pied et sur la même représentation euh, schématique l'étanercept, l'infliximab et l'adalimumab, qui sont quand même du point de vue mécanistique différents, hein. Donc, l'étanercept, on peut le qualifier de piège au TNF, un
récepteurs circulants. Et donc, c'est pas la même chose que l'infliximab, quoi. Bon, voilà. Même sur le principe, on est à antagoniser le TNF, c'est avec deux types de mécanismes différents, un petit peu comme ce que tu as signalé entre le rilonacept, l'anakinra et le canakinumab, qui sont finalement trois façons différentes de bloquer l'effet de l'interleukine 1. Au niveau du suivi et des complications, ici je vais l'articuler en deux slides. Donc finalement, l'objectif du suivi, c'est quoi? C'est apprécier le contrôle de l'activité inflammatoire, y compris en période asymptomatique, prévenir ou dépister précocement l'amyloïdose AA et donc qui est une complication systématique grave, et adapter la stratégie thérapeutique, comme on l'a dit précédemment, intensifier, voire faire un allègement, comme vous l'avez dit à juste titre, matin, soir, pour la colchicine, et bien sûr une surveillance des toxicités par les spécialistes. Au niveau de la surveillance biologique qui est recommandée, on a le SA qui peut être dosé 3 à 6 mois, qui est un marqueur précoce de rechute ou de l'inflammation résiduelle. La cervelle fibrinogène AVS en soutien, une bandelette urinaire, une protéinurie de 24 heures ou une microalbe pour le dépistage de l'amyloïdose rénale, une créatininémie plus ou moins DFG pour la fonction rénale, un bilan hépatique et une NFS pour les effets indésirables de la colchicine et des biothérapies. Et oui, et à juste titre, aussi, je n'ai pas indiqué dans le slide, mais toujours bien vérifier. Dès qu'on instaure une immunosuppression par n'importe quel traitement, bien faire une sérologie préventive plutôt large. Donc je continue au niveau des points d'intention spécifiques. L'inflammation silencieuse, malgré l'absence de crise clinique, impose un suivi biologique rigoureux. L'adhésion thérapeutique fluctuante, notamment chez les adolescents ou les jeunes adultes, et ici encore plus au niveau de la barrière linguistique, un patient qui ne parle uniquement l'arabe de Syrie, où il faut essayer de faire comprendre que les examens et que les traitements, bah bon, comme tous les patients, mettre l'accent sur cette adhésion thérapeutique. La colchino-résistance vraie, j'arriverai, persistance des symptômes et de l'inflammation malgré l'observance correcte. Et donc, les complications principales, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est bien sûr l'amyloïdose AA, avec une conséquence d'une inflammation chronique, d'une conséquence d'une inflammation chronique non contrôlée. Et c'est la manifestation la plus fréquente avec une atteinte glomérulaire, comme on l'a eu ici, protéinurie, syndrome néphrotique, IRC. L'autre localisation possible, c'est le tube digestif, foie, rat, thyroïde. Et pourquoi pas, on ne serait pas en face d'un patient avec une amyloïdose au niveau articulaire, hein, pour l'interrogation. Surveillance systématique, surtout chez les patients porteurs de mutations à haut risque, notamment ce patient qui est homozygote M694V. Et donc ici, j'ai retransmis, j'ai écrit, c'est un peu dans la littérature, au Moyen-Orient, d'FMF et d'amyloïdose rénale. J'ai 4 études principales où on voit finalement que 89% des porteurs d'au moins une mutation, 89% sont porteurs d'au moins une mutation MFV. 23% avaient déjà une amyloïdose rénale confirmée. Pour le premier, je regarde en haut à gauche, je parle du premier, de la première étude. Et que les patients étaient traités tardivement, voire pas traités. Toujours avec ces génotypes, comment dire, ces génotypes avec mutation, avec comment dire, pour le M694V, avec un devenir difficile, avec des complications parfois certaines. Au niveau ici, j'ai pris un article qui énumérait 103 enfants
avec quasi 7% avec amyloïdose rénale confirmée. Enfin voilà. Ici, j'ai retransmis un peu qu'on voit finalement, ici aussi, il y avait autre chose très intéressant que en bas à droite, qu'on voyait dans une méta-analyse internationale, que sur environ 2500 patients, dont 14 pays, Turquie, Liban, Israël, que le pays d'origine était un facteur prédictif majeur d'amyloïdose avec un OR à 3,2, ce qui n'est vraiment pas rien. Et voilà. Ici, ensuite, c'est toujours à titre indicatif, hein. Euh, c'est toujours pour vous montrer l'accent sur l'amyloïdose AA, qui est la complication majeure et souvent redoutée. Enfin, voilà. Pour conclure, l'AFMF est donc une maladie auto-inflammatoire monogénique fréquente dans les populations du pourtour méditerranéen. Son diagnostic est avant tout clinique, appuyé par la biologie et, si disponible, la génétique. La colchicine reste le traitement de référence. Les anti-interleukine 1 sont indiqués en cas de résistance ou d'amyloïdose. Et le suivi repose sur la surveillance de l'inflammation résiduelle et de la fonction rénale. Et bien sûr, prévenir l'amyloïdose reste l'objectif principal. Si je retransmets un peu toutes les études utilisées dans cette présentation. Et je vous remercie pour votre attention et je m'excuse encore pour ma voix. Merci, Amine. Je craignais que tu n'y arrives pas au bout, là, parce qu'on voyait ta voix partir progressivement. OK. Question, commentaire. Je crois que tu peux enlever le partage d'écran. Autre question, commentaire. Dans le chat, rien de spécial, Mathieu? Non, mais donc, je crois qu'on en reste quand même malgré tout avec la question principale. Une des questions principales est la nature de son atteinte articulaire et l'attitude par rapport à son virus B. Jean? En étant un peu sarcastique, mais maintenant qu'il est sous un anti-IL-1, si son problème articulaire est dû à l'hépatite B, ça risque de revenir. Et on aura malheureusement la réponse. Oui, tout à fait. Et donc, ben, on peut intégrer cette remarque hors FMF au moment de l'historique de la périartérite noueuse associée à l'hépatite B. Et donc, quand on n'avait pas bien perçu le rôle de l'hépatite B et qu'on mettait ces patients comme d'autres vasculites à l'époque, prednisone, endoxan, ils guérissaient de leur périartérite noueuse et mouraient d'une cirrhose. Et donc, il faut vraiment être très attentif au virus B. Et au fur et à mesure de la compréhension du phénomène, eh bien, on a associé prednisone et antiviral avec différents antiviraux qui ont pu être utilisés euh, de façon historique. Quand on n'avait pas mieux, la ribavirine pouvait être une possibilité comme antiviral pour le virus B, mais comme l'a fait remarquer Ivan Latem, tenofovir est actuellement la drogue de choix. Euh, et la même remarque d'ailleurs dans les cryos associés à l'hépatite B, on avait la même euh, technique, procédure de traitement euh, avec, avant d'avoir les antiviraux, l'utilisation de l'interféron qui était plus générale. Et donc toute l'historique de ces maladies auto-immunes associées à des agents infectieux est assez intéressant pour voir comment a progressé le concept thérapeutique. Bien, eh bien, très bien, c'était l'avant-dernière de la série 8. Et donc la semaine prochaine, on aura un grand tour consacré aux ongles en médecine interne. Et donc, une bonne semaine à toutes et tous et à la semaine prochaine. Merci à tous. Bonne journée.
Merci.